Bienvenue à cette conférence dont le thème est Vivre en Outre-mer. Je suis Gabrielle Catala, députée du Val d'Oise. Donc je suis mal placée pour parler de ce thème-là, raison pour laquelle nous avons 4 formidables intervenants aujourd'hui. À ma gauche, Madame Cécile Rioux-Battista, qui est secrétaire générale adjointe de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. La CNCDH a rendu un rapport très complet en 2018 sur l'effectivité des droits de l'homme en Outre-mer, qui est un rapport qui explore dans les 12 territoires ultramarins de la République française le respect du droit, ou le non-respect plutôt, du droit à l'éducation, le droit à l'eau, la protection de la santé, l'accès à la justice, l'explosion de la précarité, également les questions pénitentiaires. C'est un rapport très complet. Ensuite, nous avons Monsieur Thémataï Le Gaïc, qui est un ancien député polynésien. En 2022, quand il a été élu à l'Assemblée nationale, il était le plus jeune député élu de l'histoire de la Ve République, élu à, je crois, 21 ans. Et malheureusement, lors de la dissolution de 2024, Thémataï n'a pas été réélu, mais il est toujours député de l'Assemblée de Polynésie et membre du parti Tavini, qui est un parti très important en Polynésie et qui, tu en parleras davantage, qui est un parti indépendantiste. Ensuite, nous avons Jean-Victor Castor, député de Guyane, élu dès 2022 et réélu en 2024, qui est membre du groupe GDR. Le groupe GDR, c'est le groupe à l'Assemblée nationale où cohabitent les communistes, le PCF et les députés ultramarins. Donc Jean-Victor est évidemment spécialisé sur toutes les questions guyanaises. Il a rendu lors du précédent mandat un rapport, une mission d'information qu'il avait conduit notamment avec notre député Clémence Guettet. Et ensuite, tout à gauche, nous avons Monsieur Malcolm Ferdinand, qui est philosophe, chercheur au CNRS, spécialiste des questions d'écologie en lien avec la question coloniale et auteur d'un ouvrage dont je conseille à tout le monde la lecture qui s'appelle Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen. Et il va nous parler ensuite, il va pouvoir nous parler de ses travaux. Nous, à la France Insoumise, donc les Outre-mer occupent une place très importante, à la fois dans notre manière de penser le programme, d'agir à l'Assemblée nationale. Et on a vu que Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs été élu président des Outre-mer au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. On laisse en effet une large place aux Outre-mer dans notre programme, à la fois dans l'avenir en commun, et ensuite dans le livret Outre-mer, puis dans le plan pour les Outre-mer, en disant notamment que les Outre-mer sont à l'avant-garde de la bifurcation écologique et du progrès humain. Les Outre-mer, c'est d'ailleurs un terme qui pose question. On préfère aussi, nous, utiliser le terme de territoire transocéanique. C'est un terme qu'utilise un des députés de notre groupe, qui s'appelle Jean-Philippe Nilor, qui est député de Martinique, puisque Outre-mer induit que ce sont des territoires finalement hors de France, loin de l'Hexagone. Et d'ailleurs, ça se traduit dans la vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne. C'est pour ça qu'on a voulu en parler, puisque ce sont des territoires abandonnés par la République, relégués, des territoires qu'on dit être des territoires de seconde zone, où les choses qui s'y passent seraient inconcevables dans l'Hexagone. Les Outre-mer, c'est plus de 2,5 millions de personnes, dont un tiers a moins de 20 ans, et dont 1,6 million sont des jeunes. Ils vivent leur vie quotidienne comme même si j'aime pas trop ce mot, un séparatisme social ou un apartheid social, étant complètement déconsidéré par rapport aux citoyens de l'Hexagone. Cette déconsidération, elle a bien sûr une histoire, ça va être le fil conducteur de notre conférence, c'est l'histoire coloniale, puisque quand on regarde la structuration des sociétés ultramarines aujourd'hui, les déterminismes, le déterminisme est lié à l'histoire coloniale et au rapport colonial qu'entretient toujours la France avec ses territoires. Par exemple, si on regarde les entreprises, c'est des monopoles publics au service de grands patrons européens ou hexagonaux qui asphyxient les populations sur place, qui créent du chômage de masse. L'agriculture est fondée sur le modèle de la plantation directement héritée du temps des esclaves et de la colonisation, et tout ce qui va avec. Les Outre-mer ont toujours été considérés comme des laboratoires par la métropole, où on voit toujours aujourd'hui les conséquences de l'utilisation massive de pesticides, le glyphosate, mais bien sûr le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Et il y aura d'ailleurs
après que la justice française ait prononcé un non-lieu début 2023, l'appel de l'ordonnance de non-lieu, la justice se reprononcera en octobre sur la responsabilité de l'État dans l'empoisonnement au chlordécone. L'agriculture qui est aussi caractérisée par des monocultures, la banane qui est toujours aujourd'hui l'agriculture dominante par exemple en Martinique, alors même qu'elle est vouée à l'exportation et qu'elle ne nourrit pas les populations sur place. Et bien sûr le racisme et les discriminations qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, ou les représentations stéréotypées qu'ont les hexagonaux sur les citoyens ultramarins. On va avoir différentes interventions. La première, ce sera celle de Madame Riou Batista de la CNCDH qui va nous dresser un portrait. Chaque territoire a sa singularité, donc c'est un petit peu compliqué de donner des chiffres sur la pauvreté et l'exclusion sur chaque territoire, mais elle va essayer de dresser un portrait global sur quelle est la situation dans les Outre-mer. Ensuite, on écoutera Thémataï Le Gaïc qui expliquera ce que c'est vivre en Polynésie, notamment avec les conséquences, héritées de cette conception de laboratoire des essais nucléaires, puisqu'il y a eu près de 200 essais nucléaires en Polynésie depuis les années 60. Ensuite, on écoutera Jean-Victor Castor qui nous expliquera ce que c'est vivre au quotidien en Guyane et la relation de tutelle qu'entretient la France avec le territoire guyanais. Et enfin, on écoutera Malcolm Ferdinand qui replacera toutes les descriptions et analyses et considérations des autres intervenants dans l'histoire coloniale, notamment à la lumière de ses travaux. J'espère qu'il pourra nous expliquer ce qu'il entend par l'habité colonial, le plantationnocène à la place de l'anthropocène, et également, pourquoi pas, ce que tu développes dans ton ouvrage, la notion de négrocène, pour expliquer les relations entre les êtres humains et la Terre. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Cécile Riou Batista. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, en préliminaire, peut-être un petit rappel, parce que j'ai sans doute un positionnement qui est un peu différent des autres intervenants. J'ai un positionnement qui est très institutionnel, en fait, puisque la CNCDH est une institution de la République indépendante et pluraliste. Mais donc, c'est donc quand même un positionnement institutionnel. Les missions de la CNCDH, en 2 mots, c'est contrôler les engagements internationaux de la France en matière de droits de l'homme et conseiller le gouvernement et les assemblées pour assurer une meilleure effectivité des droits en France. Alors, pourquoi la CNCDH a été amenée à travailler en 2017-2018 sur l'effectivité des droits de l'homme dans les Outre-mer? En fait, on était un peu interpellés parce que on travaille énormément avec les organes internationaux, Nations Unies, Conseil de l'Europe, et ces organes internationaux de contrôle des droits de l'homme, de protection des droits de l'homme, interpellaient très régulièrement la France sur la situation dans les Outre-mer, avec des recommandations fermes, des positionnements très clairs. Voilà, donc on voyait revenir régulièrement ces recommandations, ces interpellations sur les Outre-mer, et en face, en France, au gouvernement, un silence coupable, sans doute, face à ces interpellations des organisations internationales. Et on a donc décidé d'aller voir d'un peu plus près, et on a essayé d'évaluer, de dresser un bilan de la situation de l'effectivité des droits dans les territoires ultramarins, et on a essayé également de formuler un certain nombre de recommandations pour faire en sorte que l'accès aux droits, l'effectivité des droits soit renforcée. Alors le rapport, il date de 2018, on peut penser que ça fait un petit bout de temps, c'est vrai, mais on a suivi les évolutions depuis cette date, et en fait, force est de constater qu'il n'y a pas d'évolution, ou très peu d'évolution depuis 2018, et le constat qu'on tire de nos travaux, il est sans appel, c'est qu'il y a un profond décalage en termes d'accès aux droits et d'effectivité des droits entre la métropole et les territoires ultramarins, et que, comme le disait Gabriel Catala, les territoires d'outre-mer apparaissent vraiment comme des territoires relégués de la République en termes de droits. Et ce qui est
malheureux, c'est que ce constat d'inégalité, il est connu, reconnu, consensuel, tout le monde s'accorde dessus, mais que derrière, peu ou pas d'action et pas d'évolution de la situation. Donc on est face à des failles grossières qui privent les populations ultramarines de l'accès à leurs droits et dans des domaines extrêmement divers. Donc on a eu des travaux sur les questions de précarité sociale et de niveau de pauvreté, d'accès aux droits sociaux, la question de la précarisation des jeunes dans les territoires, la question du droit à l'éducation qui pourrait paraître comme vraiment quelque chose de... un minimum requis, l'accès à l'école. L'accès à l'école est problématique dans plusieurs territoires ultramarins. L'accès à l'emploi, l'accès à des services de base comme l'eau potable par exemple, ou encore l'accès à la justice. Alors pour illustrer ce constat, je voulais vous donner quelques chiffres, alors en sachant, et je vais y revenir à la fin de mon intervention, qu'il a été très compliqué pour nous de trouver des chiffres, des données qui nous permettaient de décrire la situation dans les territoires ultramarins, ce qui pose problème à plus d'un titre, et que par ailleurs, les chiffres, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, la manière dont on évalue la situation, évalue les situations peut être différente en métropole et dans les territoires ultramarins. Si on parle de précarité sociale, on peut constater que la part des foyers bénéficiaires du RSA est plus importante en Guadeloupe et en Martinique. Elle atteint 40%, alors qu'elle est de 13% en métropole. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux de 17% contre 8% en métropole. Et les personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi sont plus nombreuses, 40%. 40% de demandeurs d'emploi inscrits depuis 2 ans ou plus dans ces territoires, contre 13% en métropole. On en parlait tout à l'heure. En Guyane, le taux de pauvreté s'élève à 53%. C'est 4 fois plus que la moyenne française qui est de 14%. Et on constatait que la manière de calculer, que le seuil de pauvreté, le calcul n'était pas le même en métropole et en Guyane. Donc on peut imaginer que si on avait les mêmes standards, l'écart serait encore plus important. En matière d'éducation, la problématique de l'accès à l'école, de l'inscription à l'école ou des conditions de scolarisation a une conséquence qui est dramatique. C'est que si on prend l'ensemble des territoires ultramarins, on constate que 20% des jeunes de 17-18 ans sont considérés en situation d'illettrisme. Ce taux n'est que de 3,6% en métropole. En matière d'accès à la santé, de droit à la santé, en Guyane, l'espérance de vie est inférieure de 2 ans à celle de la métropole. Dans les départements et régions d'outre-mer, le taux de mortalité infantile est de 7,6 pour 1000 naissances. C'est 2 fois plus qu'en métropole, où il est de 3,7 pour 1000. Et si on parle de santé sexuelle et reproductive, en Guyane, le taux de grossesse précoce, c'est-à-dire les grossesses entre 14 et 16 ans, est de 27%. Il n'est que de 4% en métropole. Et si on regarde en Guadeloupe, le taux de recours à l'IVG est de 30 pour 1000, alors qu'il est de 17 pour 1000 en Île-de-France. Ces chiffres-là montrent qu'il y a un échec des politiques de prévention en matière de santé sexuelle et reproductive. Enfin, dernier élément, la question de l'accès à l'eau, du droit à l'eau, où là on a des territoires comme la Guadeloupe, la Martinique ou Mayotte, où on a certaines populations qui n'ont pas accès à l'eau potable parce qu'il y a des coupures fréquentes, parce que le réseau est vétuste, parce que les stations d'épuration sont défectueuses et qu'on n'a pas investi pour les mettre aux normes. Et donc on a des populations qui ne peuvent pas bénéficier d'un droit de base qui est celui d'avoir accès à l'eau potable. Alors, quelle explication on peut trouver pour cette situation ? Eh bien, en fait, à la CNCDH, on fait le constat que l'accès au droit n'est que très rarement aménagé de façon à répondre aux réalités des territoires. On a des politiques publiques qui sont pensées au niveau national, en métropole, à Paris, et qui descendent vers les territoires ultramarins. Et on espère qu'au cours de cette descente, on va pouvoir presque miraculeusement toucher les bénéficiaires et les populations auxquelles ces politiques publiques doivent bénéficier. Mais à aucun moment, on ne va prendre en considération ces populations. C'est-à-dire qu'on construit les politiques publiques sans consulter les populations
qui vont être bénéficiaires de ces politiques, et on ne pense pas quelles peuvent être les spécificités et les conséquences des spécificités des territoires. L'isolement, l'insularité, les distances. Dans plusieurs territoires, la question des distances est fondamentale. Combien de temps pour aller à l'école, pour trouver un hôpital? Bien souvent, les populations sont obligées, si on veut aller à l'école, au-delà de l'école primaire, quand il s'agit d'aller au collège ou au lycée, il faut aller en internat. Mais est-ce qu'on pense, est-ce qu'on prévoit les internats ou les familles qui vont pouvoir accueillir des enfants pour que ces enfants puissent aller au collège ou au lycée? Quand on veut faire des études supérieures, bien souvent, il faut s'expatrier. Alors que pour le reste de la population française, tous ces services sont des services qui sont disponibles à proximité. Et quand on propose des solutions pour faire face à ces disparités territoriales, en fait, on ne propose pas toujours, rarement, les mesures d'accompagnement qui seraient nécessaires pour faire en sorte que les personnes puissent vraiment bénéficier de leurs droits. Alors, au-delà de la question de l'accès concret physique aux droits, le constat de la CNCDH, c'est que les politiques publiques dans les Outre-mer sont dans une situation alarmante. Et on fait ce constat dans différents domaines. L'accès à la santé, on le voit avec les chiffres que j'ai pu donner tout à l'heure sur la mortalité infantile, ou si on reprenait les chiffres de les taux de mortalité à l'accouchement, il est alarmant, inquiétant que dans certains territoires, les enfants ne soient pas inscrits à l'école. C'est notamment le cas en Guyane pour des raisons diverses, défaillance de l'état civil, problèmes de domiciliation. Nulle part en France, on accepterait qu'il y ait des problèmes de domiciliation comme il y a dans certains territoires ultramarins. Et ces problèmes de domiciliation entraînent par derrière des fossés dans l'accès aux droits. Si vous n'avez pas de domiciliation, si vous n'êtes pas domicilié, vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à l'école. Vous ne pouvez pas recevoir vos droits, percevoir vos prestations sociales. Vous n'avez pas accès à la justice. Voilà. Et alors qu'en France, enfin en métropole, on n'accepterait jamais d'avoir des services de domiciliation défaillants. C'est des choses qu'on accepte pour les Outre-mer. En matière d'éducation, de la même manière, jamais on accepterait en métropole d'avoir des écoles qui ne répondent pas aux normes de sécurité et d'hygiène. À Mayotte, c'est 50% des écoles qui ne répondent pas à ces normes-là, et on envoie les enfants dans ces écoles. Et en plus, on accepte de les envoyer à mi-temps à l'école. Voilà, donc on constate que certains services sont totalement dépassés dans les territoires ultramarins. C'est aussi le cas de la protection de l'enfance. Et à Mayotte, on a fait le constat que les services de protection de l'enfance dans ce département français avaient capitulé et qu'il n'y a plus de protection de l'enfance à Mayotte. Alors, je vais peut-être pas... Alors, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour faire face à cette défaillance des politiques publiques, à ce non-accès aux droits pour les populations ultramarines? Eh bien, la CNCDH prône la mise en place de ce qu'elle appelle une approche fondée sur les droits de l'homme. Cette approche fondée par les droits de l'homme, c'est en fait changer la manière de faire des politiques publiques et comprendre que pour que les gens aient effectivement accès à leurs droits, il faut penser les politiques publiques non plus de manière verticale, mais de manière horizontale, en associant réellement, effectivement, les populations à la fois en amont, au moment de l'élaboration des politiques publiques, mais aussi en aval, dans la phase d'évaluation des politiques publiques. Ce qui suppose, entre parenthèses, d'évaluer les politiques publiques. Ce qu'on fait très rarement en France, qu'on associe ou pas les bénéficiaires des dispositifs. Voilà.
cette approche fondée par les droits de l'homme, cette conception horizontale de la construction des politiques publiques, la CNCDH la défend pour la France en général, mais elle a constaté dans cette étude que cette approche était encore plus nécessaire, encore plus fondamentale dans les territoires ultramarins, parce que c'est le moyen de prendre en compte les spécificités et la diversité des territoires et de vraiment mettre en place des politiques sur mesure, pensées avec et pour les bénéficiaires des droits. Ce serait également le moyen de mettre un terme ou de combler le fossé qu'il existe aujourd'hui entre les responsables politiques, les personnes qui sont responsables de la mise en œuvre des politiques publiques et les citoyens qui en sont bénéficiaires. Ce fossé entre acteurs et bénéficiaires, il est particulièrement criant dans les territoires ultramarins, et le recours à l'approche fondée par les droits de l'homme permettrait de combler ce fossé. Alors pour réaliser ce changement de paradigme dans les politiques publiques, il y a sans doute deux préalables. Alors il y en a beaucoup plus, et je pense que les autres intervenants auront l'occasion de revenir là-dessus. Mais à la SNCDH, on en a identifié deux à minima. Le premier, c'est une meilleure connaissance des réalités sur le terrain. Alors au début de l'intervention, je vous ai donné un certain nombre de chiffres. C'est très très compliqué d'avoir des données fiables sur la situation dans les Outre-mer. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que si on n'a pas de données fiables, si on n'a pas une connaissance scientifique de la situation, on n'est pas à même de répondre aux problèmes qui sont posés, on n'est pas à même d'apporter les bonnes réponses, d'évaluer les politiques publiques qui sont mises en œuvre, puisqu'on n'a pas le baromètre pour évaluer la situation. Et on constate, c'est vraiment la difficulté à laquelle on a été confronté dans nos différents travaux, que à ce jour, la collecte des données statistiques et les connaissances scientifiques sur les territoires ultramarins n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Second préalable, la question des personnels, des administrations, des personnels de la fonction publique dans les territoires ultramarins. On a constaté partout et dans tous les domaines vraiment un problème, une problématique dans la gestion des personnels publics, des personnels administratifs. Et cette problématique, elle repose sur une contradiction. C'est que d'un côté, tout le monde nous dit, tout le monde s'accorde pour dire qu'il est fondamental d'avoir une connaissance fine du terrain. Et que donc il faut pouvoir se reposer sur des personnels formés, expérimentés. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que les affectations en Outre-mer sont souvent de courte durée et qu'elles ne retiennent pas les personnes qui espèrent faire de grandes carrières. Par ailleurs, on constate également que la plupart des fonctionnaires, même territoriaux, ce sont des personnes qui viennent de la métropole et ce ne sont pas des gens qui sont recrutés sur place. Donc on a des personnels qui doivent mettre en place des politiques complexes, adaptées, mais qui n'ont pas les capacités, l'expérience, et qui ne peuvent pas acquérir l'expérience pour mettre en place ces politiques. Et quand ils l'acquièrent, eh bien, en fait, on va les affecter ailleurs. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur la stabilité des personnels administratifs dans les territoires ultramarins, la manière dont on les recrute, où on les recrute, et il est important de s'interroger sur de réfléchir au fait qu'il y a des capacités, il y a des expertises sur place et qu'il faut recruter ces expertises et ces capacités qui sont sur place. Et en plus, ce seront des personnes qui resteront. Voilà, donc en conclusion, à la fin de ces travaux, la CNCDH invite les pouvoirs publics à adopter une approche par l'accès aux droits et à l'effectivité des droits. Et cette approche, elle passe inévitablement par la reconnaissance des identités multiples et des singularités territoriales. Alors on nous a opposé, quand on a présenté nos travaux, on nous a opposé
le sacro-saint principe d'universalité cher à la République, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction entre ce principe d'universalité et le fait qu'il faut reconnaître les identités des peuples des territoires ultramarins, leur singularité, leur spécificité, parce que c'est de cette manière-là aussi qu'on va leur donner accès aux droits, des droits qui sont universels et qui sont fondamentaux. Et sans cette double reconnaissance, il n'y aura ni égalité réelle, ni respect des peuples, des langues et des cultures. Nombreux sont les défis à relever pour parvenir à l'égalité réelle avec la métropole. Il nécessite de lutter contre toutes les formes d'ignorance ou de préjugés sur les Outre-mer, avant même de penser les réponses en termes de moyens matériels, financiers et humains. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister à la fin de mon intervention, c'est qu'en fait, nous avons tous des préjugés sur les Outre-mer, nous avons une méconnaissance de ces territoires, et il faut travailler là-dessus avant même de penser les politiques publiques. Yorana, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content d'être là cet après-midi et que malgré cette chaleur, je vais réussir à vous tenir en éveil. D'abord, je voudrais remercier la France Insoumise, toutes les équipes, Gabriel, Emilien et ceux que je ne cite pas, qui ont contribué à faire en sorte que je puisse être présent parmi vous cet après-midi. Et vous remercier pour votre mobilisation depuis la semaine dernière ou ce début de semaine des jeunes insoumis et vous qui continuez la semaine jusqu'à dimanche. Grâce à vous, nous avons la possibilité d'avoir un public éveillé pour cette période d'incertitude où l'Assemblée nationale n'est pas ouverte à des questions au gouvernement qui nous permet d'être un peu en émulation intellectuelle. En tout cas, ça, c'est plus mon travail, c'est le travail de Jean-Victor, puisque je ne suis plus à l'Assemblée nationale française. Je m'adresse à vous sur deux publics. D'abord, un public humaniste que nous partageons, quelles que soient nos origines, quel que soit d'où nous venons. Et je m'adresse à vous, parce que nous sommes en France et parce que je m'adresse à un public qui est rattaché à un parti politique français, je m'adresse à un peuple qui vote des élus qui participent à un État colonial. D'abord, je m'adresse aux humanistes. Que vous soyez français ou que je sois polynésien, nous partageons les mêmes difficultés et nous avons les mêmes dénominateurs. Dans votre pays comme dans le mien, comme dans le nôtre, le capitalisme effréné nous fait subir les mêmes complications et les mêmes problématiques. Des écarts de richesse, crise de logement, difficulté d'accéder au savoir, aux soins, à la culture. Quand je parle de toutes ces difficultés, évidemment, je parle des classes populaires et des classes moyennes, puisqu'il existe chez vous comme chez nous des classes bourgeoises, aisées, des SDF. Vous connaissez les deux significations de SDF? Il y a les sans domicile fixe et il y a les sans difficultés financières. Il faut faire attention. Et nous avons tous les mêmes SDF. Je parle des deux. Pour vous donner un exemple, l'écart de richesse au niveau français, pour qu'on soit très clair, pour nous la métropole c'est la France, est de 1 à 4, l'écart de richesse entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, entre les plus modestes et les plus aisés. En Polynésie, cet écart de richesse est de 1 à 9. Pour ceux qui ne connaissent pas la Polynésie, peut-être qu'il faudrait que je commence par là. La Polynésie, c'est dans l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, c'est un tiers du globe. Et la Polynésie, ça a la taille de l'Europe. Pour vous donner
un ordre de grandeur. La circonscription où j'ai été député, si vous placez Papeete, la capitale polynésienne, qui est dans ma circonscription sur Paris, les communes, les îles les plus au nord de ma circonscription se situent au niveau de Stockholm et les îles les plus à l'est se situent au niveau de Sofia. On peut même aller vers la Turquie. Donc ça représente 5 millions de kilomètres carrés, c'est 118 îles et nous sommes 300 000 âmes à peu près sur ce vaste océan. La Polynésie appartient à une civilisation polynésienne qui englobe les Maoris de Nouvelle-Zélande, les Maoris de Hawaï et les Pasquans d'île de Pâques. Ça rassemble aussi Kiribati, Samoa, Tonga, Rarotonga et d'autres États indépendants. C'est à peu près 15 000 ans d'histoire. Et notre relation avec vous, par la colonisation, par l'État français, c'est à peu près moins de 200 ans d'histoire. Voilà. Elle a commencé en 1842, démarrage de l'entreprise coloniale. Vos ancêtres avaient déjà fait la révolution, avaient déjà écrit la Déclaration des droits de l'homme, qui ne se sont appliquées que sur le territoire hexagonal, puisque à l'autre bout du monde, c'est par le sang et par les armes qu'ils ont pris possession de nos terres. La colonisation, elle a duré 60 ans, de 1842 à 1901, pour que la France puisse aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir une superficie aussi grande dans l'océan Pacifique. Le contentieux colonial avec la France, pendant cette période, c'est aussi 3 différents statuts pour les Polynésiens. Des Polynésiens qui avaient le statut de citoyen français à partir de 1880, dans une négociation avec l'ancien roi de Tahiti, qui donnait la possibilité à certains de ses sujets d'obtenir tous les droits d'un citoyen français. Et sur les îles où ils n'ont pas accepté de signer l'armistice, où ils ont voulu faire la guerre pour garder leurs terres, on leur a donné le statut de sujet français, avec dans certaines îles quasiment l'équivalent du Code noir, et il faut attendre 1946, l'après-guerre, pour que ces sujets français puissent bénéficier de l'ensemble des droits qui sont donnés à des citoyens qui sont nés sur un sol français. Et le troisième statut qui est particulier, qui est celui de la communauté chinoise, car on a eu des coulis chinois, des esclaves chinois qui sont arrivés en Polynésie à la moitié du 19e siècle. Il a fallu attendre les années 70, donc il y a à peine 50 ans, pour qu'ils puissent bénéficier d'une naturalisation, pour ceux qui le souhaitaient, alors qu'ils sont nés sur le territoire français. Ils n'avaient pas le statut ils n'étaient pas chinois non plus, hein. Ils n'avaient juste aucun statut, aucun droit. Il a fallu attendre les années 70 pour qu'on leur propose la naturalisation, et on leur a un peu demandé de franciser leur nom parce qu'ils n'étaient pas assez intégrés, même s'ils étaient nés depuis plusieurs générations sur le territoire français. Voilà ce qu'est la Polynésie française. À partir de 1947, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, on est inscrit sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser des Nations Unies, rapidement désinscrit. Et vient une période assez difficile pour la Polynésie, qui est la période où on implante le centre d'expérimentation du Pacifique. C'est la fameuse période d'essais nucléaires. Il va y en avoir 193 essais nucléaires en Polynésie entre 1966 et 1998. C'est hier. Avec une puissance 20 fois, parfois 50 à 100 fois plus
important que les bombes H qui ont été tirées à Hiroshima ou à Nagasaki. Ça fait partie d'un contentieux qui est actuel, puisque dans la 16e législature, nous avons tout fait pour améliorer les conditions d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Une loi qui a été votée uniquement en 2010, qu'on souhaite, en tout cas par le biais des députés actuels, qu'on souhaite voir modifiée, de manière à ce que plus de Polynésiens puissent en bénéficier, parce qu'aujourd'hui, la majorité des bénéficiaires sont des retraités militaires qui parfois ont passé que 3 mois en Polynésie, alors que des Polynésiens qui ont toutes les conditions de lieu, de temps et de maladie et qui sont restés toute leur vie en Polynésie n'ont pas pu bénéficier de ces dispositifs d'indemnisation. La Polynésie, c'est aussi un statut d'autonomie particulier au sein de la République, dont le plus avancé est celui de 2004, donc ça date de 20 ans. On a un gouvernement, on a un président, on a une assemblée, on a une fiscalité propre, un système de sécurité sociale propre à la Polynésie. Nous partageons uniquement les pouvoirs régaliens et, parce que le diable se cache toujours dans les détails, dans l'ensemble des petites compétences que nous avons, il y a à chaque fois des petites compétences qui appartiennent à l'État, qui font que nous avons des difficultés à nous-mêmes faire de la création légistique et permettre que la Polynésie puisse être souveraine dans sa gestion de son pays. Ce petit historique pour vous dire que mon objectif de participer à cette rencontre de cet après-midi et vous sensibiliser sur l'importance que vous avez dans le choix de vos représentants, que ce soit au Parlement comme à la présidence de la République, et de l'incidence que cela a dans nos pays. D'abord parce qu'il nous faut de l'adaptabilité. Alors l'adaptabilité, ça veut dire que toutes les lois qui sont décidées à l'échelle nationale ne s'appliquent pas, bêtes et méchants, dans nos territoires parce que, pour une raison universaliste ou pour une raison de « nous sommes plus intelligents que vous », c'est nous qui avons le monopole de l'intelligence, ça devrait s'appliquer dans vos territoires, même quand on a un statut particulier. Je vous donne l'exemple de la réforme des retraites. Je vous ai dit que nous avons un système de sécurité sociale qui nous est propre. Nous avons encore l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Mais cette réforme qui a été votée dans la législature précédente au niveau national s'applique dans notre pays pour ce qui est des fonctionnaires d'État. Et nous avons des Polynésiens qui sont fonctionnaires d'État, donc qui vivent toute leur période en Polynésie et qui vont prendre leur retraite en Polynésie, qui vont devoir la prendre à 64 ans parce que la loi nationale l'a décidé. Mais lorsqu'on revient sur les enjeux d'adaptabilité, quand on se rend compte, je prends un exemple, l'espérance de vie d'une femme française est de 85 ans, quand celle d'une femme polynésienne est de 79 ans, donc elle décède 6 ans plus tôt, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à l'âge de départ à la retraite? Puisque l'espérance de vie n'est pas le même. Lorsqu'on pense qu'en Polynésie, le taux d'obésité et de surpoids, bon, vous le voyez un peu, hein, est de 70%. 70% de la population polynésienne est en surpoids ou obèse. Parce que, et je voudrais remercier le travail qu'ont fait les parlementaires de Guyane et des Antilles, il y a eu de la part de certains fournisseurs, de certains distributeurs, une volonté d'augmenter le taux de sucre, le taux de sel,
dans les produits qui sont envoyés en Outre-mer. Et il a fallu la loi Lurel, il me semble, il a fallu la loi Lurel pour obliger les industriels, pour démasquer, oui, pas obligé, on n'y est pas encore, démasqué, et pour qu'on se rende compte que ce système organisé de manière à ce que, parce que c'est plus sucré, parce que c'est plus salé, forcément on consomme plus, parce qu'on devient encore plus addict, plus dépendant, et forcément, lorsque vous regardez dans tous les territoires d'outre-mer, on a quasiment les mêmes difficultés, hein, les mêmes difficultés. Le rapport que nous avons, comme je vous l'ai dit en tant qu'humaniste, nous partageons les mêmes défis et nous partageons les mêmes problèmes. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'écart de richesse, l'accès au logement, l'accès à l'éducation, seulement 30% des néo-bacheliers polynésiens accèdent à l'enseignement supérieur, contre 70% à l'échelle française. Nous, on est à 30, vous êtes à 70, parce qu'on est plus bête que vous. 11% de décrochage scolaire, 4% de décrochage scolaire. Parce que nos jeunes sont plus ignares. 40% des foyers polynésiens n'ont pas assez de pièces par personne dans un logement. 40%. Parce qu'on s'est dit que vivre dans une seule pièce, c'est mieux. 55% de taux d'emploi. Parce que les Polynésiens attendent sous un cocotier que le coco tombe pour boire et le manger. Non. Nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes dénominateurs. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi dans les territoires d'outre-mer, dits d'outre-mer, pourquoi est-ce que ces problématiques sont accentuées? Et pourquoi à chaque fois un référentiel avec la France? Parce que nous avons un rapport colonial. Parce que la Polynésie, comme l'ensemble des pays dits d'outre-mer, ont été pensés à la périphérie de la France. C'est la même chose pour beaucoup de régions françaises, mais cela est accentué parce que je ne vous l'ai pas dit, pour venir en Polynésie, il faut 24 heures de vol. C'est 12 heures de décalage horaire. Et si vous venez aujourd'hui, comme le billet que j'ai pris, c'est 3 000 € pour venir en Polynésie. En classe éco. Bon, il y a un petit tour à Los Angeles. 2 heures seulement, hein. Il ne faut pas se perdre. Parce que nous avons un rapport colonial. Et voilà pourquoi je suis venu cet après-midi. Parce que je ne peux pas, seulement moi, dans ce rapport colonial, être le seul à avoir grandi. Je ne peux pas être le seul à m'être émancipé. Votre État, votre pays, doit faire le deuil de son empire. Et pour ceux qui sont fans de Napoléon, je parle aux caméras, hein, pour ceux qui vont nous écouter, qui ont voulu en faire l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça fait partie de votre patrimoine, ne rejetez pas votre patrimoine. Le soleil s'est couché depuis très longtemps. Vous savez, à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés, même de députés de nos pays, aiment cette phrase « La France est ce pays où le soleil ne se couche jamais ». Ben, le soleil s'est déjà couché depuis bien longtemps. Mais vous ne l'acceptez pas. Et j'ai accepté de venir ici parce que c'est vous qui êtes le plus émancipé. Et parce qu'on a besoin de vous
que vous soyez à la tête de ce pays le plus tôt possible. Donc espérons que Macron démissionne le plus tôt possible. Vous me demandez peut-être pourquoi je suis indépendantiste. À quoi ça sert d'être indépendantiste dans un monde aussi globalisé, dans un monde aussi interconnecté? Alors peut-être que ce mot est dépassé, ce mot date d'une période précise dans l'histoire. Après, on se targue d'être indépendantiste. Je le suis. Souverainiste, si vous voulez, quoique ça fait un peu bizarre, souverainiste. Je préfère garder le mot indépendantiste. Mais l'objectif, c'est la souveraineté politique, si vous voyez ce que je veux dire. L'indépendance politique. La possibilité pour nous de décider de notre avenir, de comment on veut construire notre société. Parce que nos enjeux ne sont pas les mêmes, ou du moins, la manière d'y faire face ne sont pas les mêmes. Encore une fois, on a les mêmes défis, mais les réponses ne sont pas les mêmes, puisque les contextes et les histoires ne sont pas les mêmes. Mais ce rapport que nous avons ensemble, il peut changer. Ça va être la fin de mon intervention parce qu'on a droit qu'à 15 minutes. Qui est déjà dépassé. Mais le temps océanien n'est pas le même que le temps français. Hein. Pour paraphraser les Kanaks, vous avez la montre, nous avons le temps. Le rapport, il doit changer. Moi, j'ai envie de continuer avec vous. Vous ne m'êtes pas étranger. Je ne vais pas, malgré que vous m'ayez pendant 200 ans traité d'indigène ou de sauvage, ce n'est pas à mon tour de le faire pour vous. Et ce n'est pas parce qu'on a un contentieux colonial que nous ne pouvons pas changer ce rapport. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, je me suis positionné pour qu'il faut qu'il y ait une nouvelle relation avec la France, d'égal à égal, entre États souverains, parce que pour moi, l'indépendance, l'accès à l'indépendance de la Polynésie et de tous les peuples qui le souhaitent, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une barrière, ce n'est pas un mur, c'est de nouvelles relations. Aujourd'hui, on a un rapport de colonisé à colonisateur, on a un rapport d'ascendant. Il faut qu'on arrive à avoir un rapport d'égal à égal. Et ce travail, cette main tendue, il faut qu'il y ait deux interlocuteurs. Moi, je vous la donne, à vous de donner la vôtre. Maruru, merci. Bonsoir tout le monde. Vous avez compris pourquoi c'est une grande perte pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mal fait, mais logiquement, il aurait dû être réélu. Donc moi, je suis Jean-Victor Castor, député de la première circonscription de la Guyane. Je vais aussi parler, donc, bien sûr, de la question coloniale chez nous. Mais j'aimerais, parce que Temata n'a pas eu le temps de le faire, j'aimerais qu'on rende hommage tous à tous ceux qui ont été assassinés en Kanaki, si vous le voulez bien, qu'on fasse une minute de silence, parce que c'est un assassinat programmé, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Voilà, on dira qu'on aura respecté symboliquement la minute de silence, comme il a pris beaucoup de temps. Ceci dit, je voulais vous dire ici, donc en introduction, que la situation est très grave. Il y a eu la dissolution, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu la trêve des Olympiades demandée par M. Macron, mais pendant ces Olympiades, la situation et la crise en Kanaki continuent.
Récemment encore, il y a eu 2 personnes qui ont été tuées par balle, dont un à nouveau à la tête. Et c'est un tir des forces de l'ordre. Il faut savoir que la ville de Saint-Louis, autour de la ville de Saint-Louis, au moment où je vous parle, que les forces de l'ordre sont en train d'ériger des murs. Donc ça fait penser à certaines situations que vous connaissez par ailleurs. Je vous parle avec beaucoup d'émotion concernant la Kanaki parce que c'est un territoire, un pays avec qui mon parti politique, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, nous avons des relations depuis près de 30 ans avec cette organisation, le FLNKS. L'an passé je crois, j'y suis allé 2 fois, j'ai pu participer à leur congrès et nous avons déterminé un axe de travail plus actuel depuis plus d'1 an. Ce qui se passe dans l'actualité, c'est, et vous le savez parce que vous avez des députés qui ont très bien travaillé à nos côtés, notamment je parle du collègue Lachaud, qui avait, je pense, la mission particulière de travailler sur cette question. Et vraiment, je salue la LFI. Alors, je ne sais pas si c'est évolué, mais en tous les cas, d'avoir pris en compte cette donnée. Et comme mon collègue Temata vous a dit tout à l'heure, si je suis ici, alors je n'ai pas fait 22 000 km, j'en ai fait 8 000, 7 000 et quelques. Mais c'est parce que je pense qu'il est nécessaire dans nos combats de travailler à tout ce qui concerne l'universalité des luttes. Et c'est vrai que la France, les militants, les organisations politiques, les hommes politiques, les femmes et les hommes politiques doivent évoluer sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est une donnée qui est aussi importante que la question des droits de l'homme, qui est aussi importante que la question de discrimination. Et chez nous, je trouve très intéressant donc justement le bilan qui a été fait par c'est le vice-président, la secrétaire générale donc, de la CNCDH, qui est, elle a fait l'inventaire. Ce sont des constats en termes de chiffres avec une analyse et des préconisations. Sans être critique, parce qu'elle a rappelé que c'est une institution, moi je suis un politique, je voudrais dire que tout ce qu'elle a pu dire, ce sont des réalités factuelles. Mais ce que je suis obligé de rajouter, c'est que tout ce qu'elle a pu dire, c'est le résultat de politique et de posture idéologique, je vais même dire philosophique. Je pense que tu en parleras tout à l'heure, mais l'essentiel de mon intervention, c'est d'essayer d'échanger avec vous, en tous les cas, de vous dire ô combien la réalité coloniale, ce sont des faits qui sont factuels, qui sont mesurables et palpables. Comme je n'ai pas envie de parler de la Polynésie, puisque le collègue sait le faire, ni de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de Wallis, etc., je vais parler de mon pays, la Guyane. Alors, Jean-Victor Castor, c'est le premier indépendantiste élu à la députation. Ça ne s'était jamais fait. En 2022, en me présentant aux élections, j'ai posé une question aux électeurs. Pensez-vous que la France souhaite développer la Guyane? Si vous pensez que oui, ne votez pas pour moi. Si vous pensez que non, votez pour moi. Et j'ai gagné. Alors, c'est un résumé, c'est une simplification. Mais en fait, derrière, je disais, mais est-ce normal que la France, que son État, je ne parle pas des Français, que son État puisse décider de manière unilatérale, dans les années 1820, sur la base d'une ordonnance royale, nous sommes arrivés en Guyane, les terres étaient en friche, il n'y avait personne, donc les terres appartiennent à l'État. 95% du domaine foncier en Guyane est détenu par l'État. 95% des 8 400 000 hectares. Il y avait des centaines de milliers d'autochtones. 6 nations autochtones. Ils ont été décimés. Un véritable génocide sur l'ensemble de l'Amérique, mais particulièrement pour la Guyane. Aujourd'hui, il y en a moins de 10 000. Et les autochtones, pour avoir un lopin de terre, il faut qu'ils demandent au préfet l'autorisation d'avoir une parcelle de terre. Chez eux.
Tu as parlé de parenthèse de 200 ans. La parenthèse, elle est un peu plus longue chez nous, mais c'est la même. Ce sont des civilisations qui sont multimillénaires. Et ce type de paradoxe, tel que la question foncière, on en a dans tous les domaines. Pour rester sur la question foncière, vous êtes maire d'une commune. Vous voulez construire une crèche, une école primaire. Il faut vous soumettre à la décision du préfet. Il a fallu un mouvement social en 2017, rassemblant entre 40 et 50 000 personnes dans les rues pendant plusieurs semaines. 40 à 50 000 personnes dans les rues, c'est l'équivalent, c'est plus de 10 millions de personnes en France dans les rues. Et pour ce qui concerne la Kanaki, les dernières manifestations du CCAT, c'est comme s'il y avait 20 millions de personnes dans les rues. Pour que, dans les accords de Guyane, inscrits au journal officiel, la France se plie au mouvement social et accepte d'attribuer 400 000 hectares aux autochtones. On va dire restituer les terres volées. 250 000 hectares aux collectivités territoriales et 20 000 hectares au monde agricole. Tout le territoire de la Guyane est inscrit sous la coupe de dispositifs tels que le parc national, des réserves naturelles, des zones biotopes, des zones INIEF, etc., etc., qui empêchent et qui entravent toute politique publique d'aménagement du territoire. Pour aller plus loin, aujourd'hui, dans le recrutement qui est organisé par l'État dans les administrations déconcentrées de l'État, où tous les directeurs, à une exception près, qui sont dans tous les services déconcentrés de l'État, sont des personnes exogènes qui passent 3 ans en Guyane et qui tournent régulièrement. Et qui arrivent systématiquement, quand elles sont nommées, avec une feuille de route, la Guyane doit rester sous cloche. Et les recrutements qui sont faits, ça va peut-être vous choquer parce que la LFI s'est inscrite dans la question de la protection de l'environnement. Nous, on dit chez nous, vous n'avez aucune légitimité à nous apprendre ce que c'est que la protection de l'environnement parce que la forêt guyanaise, nous l'avons protégée pendant des centaines et des milliers d'années. S'il y a une destruction de l'environnement, ce sont les pays de l'Occident. Mais on ne doit pas empêcher en fait, toute réponse aux besoins des populations chez nous, sous prétexte qu'appareil, on a décidé, comme ça, d'un jour, qu'il fallait que la Guyane soit une réserve naturelle. 500 ans de présence française, 440 km de routes réalisées en Guyane. Grosso modo, 1 km par an. Et dans quel état ces routes? Aujourd'hui, sur 22 communes, il y a 7 communes qui sont totalement enclavées. La France a accepté, dans un village qui est dans ma circonscription, qui s'appelle le village de Trois-Sauts, dans les fins fonds de la Guyane, que pendant 2 ans, près de 400 enfants n'aillent pas à l'école. Il n'y avait pas d'école. En 16 ans sèche, alors que là où il y a la mairie, dans la même commune, parce que nos communes, la plus grande commune de France, elle est chez moi. 18 000 km², Maré-Passoula, c'est-à-dire 18 fois la Martinique. Dans ma circonscription, vous avez un village qui s'appelle le village de Trois-Sauts, là où il n'y avait pas les écoles. En période de saison sèche, pour y aller de là où il y a le bourg, là où il y a la mairie, pour aller dans ce village, en saison sèche, parfois il faut 4-5 jours, en pirogue. Les 7 communes dont je vous parle, les 6 sur 7 communes où il n'y a pas de route, il faut savoir que c'est par le fleuve et par l'avion avec toutes les difficultés qu'on a sur les questions de désenclavement aérien. Et quand vous prenez les pirogues, il n'y a aucun fleuve qui, du point de vue réglementaire, n'est navigable. Aucun. Ça veut dire que tous les transports scolaires qui s'y font, tous les transports de marchandises, tous les transports de personnes, qu'ils ne soient pas scolaires ou autres, se font à vos risques et périls pour les personnes, pour les compagnies qui le font, parce que les assurances, évidemment, ne peuvent pas jouer puisque les fleuves ne sont considérés comme non navigables.
Et tout ce que je vous dirai, je pourrais continuer comme ça, sans cesse. La France le sait. Pas simplement parce qu'il y a le rapport du CNCDH. Parce que tous les rapports, qu'ils soient parlementaires, du Sénat ou de l'Assemblée nationale ou d'institutions, etc., aboutissent aux mêmes conclusions que vous avez dit tout à l'heure. Rien n'est adapté à notre pays. Vous trouvez des réglementations où on parle de l'eau à 12 degrés chez nous. Ça ne choque personne. Moi, je suis du bâtiment. Vous avez des bâtiments où on fait des acrotères. Les acrotères, ça sert à garder la neige, etc. En fait, c'est absurde dans l'architecture, c'est absurde dans le transport, c'est absurde dans la scolarité, dans l'éducation, c'est absurde dans la santé, c'est absurde dans tous les domaines. Nous avons 700 km de frontières avec l'une des plus grandes puissances du monde qui est le Brésil. J'ai 62 ans, je suis de la période, enfin je suis quelqu'un, j'ai connu où on pratiquait la coopération. Et à force de normes européennes, de législation bête, imbécile, idiote, de règlements, d'arrêtés préfectoraux, de circulaires préfectorales, de feuilles de route, de doctrines, la Guyane est devenue une terre d'interdit, où vous ne pouvez absolument rien faire. Je vous donne un exemple. Vous avez la commune de Saül qui est au centre de la Guyane. Le seul moyen de communication, parce qu'on ne peut même pas y aller par le fleuve, c'est l'avion. Pour que l'avion puisse atterrir, il faut qu'il y ait des véhicules de sapeurs-pompiers, même s'il s'agit d'un pick-up. Eh bien, comme on ne peut pas, parce que la réglementation interdit de survoler, même en hélico, et de transporter le pick-up, il faut passer par la route. Mais comme il n'y a pas de route, et qu'il y avait une vieille route, parce qu'en 1952, on pouvait aller à Saül. En 1952, on pouvait aller à Saül par la route, et en 2024, on ne peut plus. Alors quand le maire, madame le maire de Saül dit, je demande à la préfecture, je demande au service déconcentré de l'État de me donner une dérogation pour que les orpailleurs légaux puissent récupérer le véhicule, parce que eux, ils savent traverser la forêt et amener le pick-up, eh bien, certaines administrations disent, ce n'est pas possible, parce que la réglementation ne le permet pas. Donc, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites quand même. Vous avez une crise agricole, les éleveurs n'ont plus d'alimentation pour leur bétail, vous avez l'une des plus grandes puissances agroalimentaires à la frontière, 700 km de frontière, mais vous ne pouvez pas faire les produits rentrer parce qu'il y a des normes européennes qui interdisent. Mais si vous êtes éleveur et que vous voyez vos bêtes mourir, vous faites quoi? Vous les regardez mourir ou vous vous mettez en effraction? Vous vous mettez en effraction. Et donc vous êtes sous le coup de la loi et vous vous retrouvez en justice. Et la viande qui sort du Brésil, qui pourrait arriver en Guyane, parce qu'admettons que ce soit ça le choix, mais elle ne peut pas. Et si vous passez les checkpoints, parce qu'on a eu des checkpoints jusqu'à récemment, à l'intérieur même du territoire, eh bien, vous êtes en effraction. Alors qu'est-ce que la viande, elle fait? Elle quitte le Brésil, elle passe par Sao Paulo, par Rio de Janeiro, elle arrive à Paris à Rungis, et elle revient en Guyane dans les étals des centres commerciaux. Et on est à l'ère de la transition écologique, où il faut des circuits courts, etc., etc. Je m'arrêterai là parce que vous avez tous compris. Alors, soit c'est par ignorance, mais je vous ai dit que des rapports, il y en a plein, soit parce que c'est volontaire. Et je vous invite à vous pencher à l'idée que c'est volontaire. Alors, Colbert disait, pas un seul fer à cheval ne doit sortir de la colonie. Nous prenons les ressources, nous partons avec. Pas d'industrie de transformation, pas de plus-value locale, en fait pas d'accumulation du capital ou autre. Il ne faut pas que les ressources soient transformées en richesse chez nous. Parce que tiens donc, si les Guyanais se rendaient compte qu'avec toutes les ressources qu'ils ont, qu'ils pouvaient développer une économie endogène, ça trotterait dans la tête qu'on pouvait être indépendant, non? Et donc, on va garder la Guyane sous cloche. Est-ce que la France pourrait faire? Est-ce qu'elle a le savoir-faire? Bien évidemment. En Guyane, on dit, Ariane décolle et la Guyane reste au sol.
Et c'était l'un des slogans du mouvement de 2017. Monsieur Mitterrand est venu en Guyane lors d'un tir de fusée et il a dit que c'était un scandale. Ça remonte à plus de 30 ans. Qu'on lance des fusées sur fond de bidonville. L'actualité en Guyane, l'une des actualités, parce qu'elles sont toutes nombreuses, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a eu un incendie dans un squat. Allez, on va dire officiellement, il y a 50 000 habitats insalubres en Guyane. Quand je vous dis habitats insalubres, ce sont des gens qui vivent sous des tôles. Le squat, lors de son dernier passage, M. Macron, il y a eu un incendie, il y a eu 3 morts dans un squat où il y avait à peu près une cinquantaine de maisons. Le squat dont je vous parle, c'est le squat de Baduel. Il y avait entre 3 000 et 4 000 personnes qui y vivaient sur 4 hectares. Imaginez l'entassement. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 1000 réfugiés sans abri. Tous les autres n'ont pas disparu. Ils sont allés construire d'autres squats ou sont allés habiter dans d'autres squats. J'ai rencontré le directeur de la Croix-Rouge, là, récemment. Et un directeur chargé des questions humanitaires. Tous les politiques ont demandé au préfet de lancer un dispositif hors sec humanitaire. Ces personnes-là sont entassées, près de 500 femmes et enfants, dans un hall où les maladies se développent, où dans quelques jours, il est question de savoir où est-ce qu'on va les mettre. Les gens de la Croix-Rouge m'ont dit jamais, mais au grand jamais, ça n'aurait pu être fait en France, sur quel que soit le département en France. Jamais on n'aurait accepté une telle situation. Et pourtant, cette situation, elle existe. Au moment où je vous parle, les femmes et les enfants ne savent pas où on va les installer. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'origine haïtienne, parce qu'ils sont noirs, parce qu'il ne faut pas avoir peur non plus, ici dans cette assemblée, de poser la question capitalistique, la question coloniale, mais la question de l'histoire coloniale, y compris l'histoire de la traite négrière. Avec ce rapport de race et cette complexe de supériorité des Blancs par rapport aux Noirs. Parce que la colonisation chez nous, il faut le savoir, elle est aussi sous une forme d'apartheid, pas simplement social, mais d'apartheid politique et racial. Et il faut se dire les choses, il faut accepter de l'entendre, parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. Les magistrats sont blancs. Les chefs de police, de gendarmerie, ce sont des blancs. Les directeurs d'administration, ce sont des blancs. Je suis le préfet, automatiquement. Et les préfets, je le rappelais tout à l'heure, tous les préfets qui sont nommés chez nous depuis près de 30 ans, ce sont tous des militaires. Donc, nous cochons à toutes les cases, que ce soit les questions historiques, géographiques, de peuple, la notion de peuple, les questions sociales, les questions d'économie exogène, c'est-à-dire nous sommes une économie sous perfusion permanente. C'est-à-dire il faut maintenir la Guyane dans une situation de dépendance économique totale. Nous cochons à toutes les cases concernant le non-respect du droit à l'émancipation politique, sociale et économique. Toutes les cases. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez cette poussée forcément indépendantiste ou pour les émancipations politiques dans tous ces territoires-là, parce que les gens, notamment les jeunes, on commence à avoir les yeux ouverts. Parce qu'il y a eu une forme d'endoctrinement aussi pendant longtemps. Il y a même eu une forme de peur de parler de son passé chez nos grands-parents. Parce qu'ils sont arrivés jusque-là. Il y a eu les Homédiens, il y a eu les orphelinats soi-disant, mais en fait, c'est là qu'on faisait de la pacification, qu'on a tenté de nous faire oublier nos cultures, oublier nos origines. La Guyane, c'est 6 nations autochtones, avec 6 langues différentes. Ce sont 6 nations marrons, ce sont les esclaves qui ont marronné et qui n'ont pas attendu l'abolition de l'esclavage, et ce sont ce qu'on appelle les afrodescendants, où on dit les créoles. Donc les gens qui sont un peu métissés, etc. C'est ça la réalité, on va dire, des personnes natives du pays. Et puis la Guyane, ce sont toutes les personnes qui sont venues d'ailleurs aussi. Donc très concrètement, les rapports coloniaux, ils sont incontestables chez nous. Et c'est vrai que pour une organisation comme la France Insoumise, vous êtes des militants, vous êtes des avant-gardistes, vous devez, parce que demain vous serez au pouvoir, je l'espère pour vous, en tous les cas qu'il y ait
un mouvement de gauche au pouvoir, que ce ne soit plus écrit dans un programme politique. Cette révolution culturelle qui est à faire au sein de la gauche en France. Mais que ce soit vraiment, qu'on passe aux actes et que l'on prenne vraiment en compte cette réalité coloniale et que le chemin à prendre, le chemin radicalement du droit à l'émancipation des peuples soit respecté. En tous les cas, c'est ma formation politique. Je pense que c'est le courant qui va se développer de plus en plus dans nos territoires, en tous les cas en Guyane. Nous en prenons la direction. J'espère simplement qu'à ce titre-là, ce qui se passe en Kanaki, parce que ça nous pend au nez à tous, demain, quand nous allons commencer à descendre dans les rues, à manifester pour notre droit à l'autodétermination, pour notre droit à notre émancipation politique, même pour une autonomie, eh bien, la France enverra à nouveau le RAID, ses forces armées, ses forces d'occupation, pour tenter de nous mater. Donc surtout, chers camarades et amis, ne participez pas à ça, participez à la contre-offensive dès maintenant, pour que l'on puisse respecter le droit à notre émancipation, que dans la Constitution, on retrouve la notion de peuple, que M. Sarkozy a supprimée et qu'il a remplacée par la notion de population, que le déni de la situation coloniale ne continue pas. Merci de m'avoir écouté. Bonjour tout le monde. Ah, vous êtes fatigué là après les 3 interventions là, c'est difficile de passer après, mais comme les autres ont dit, merci à la LFI, merci à Emilien, à Gabriel et à toute l'équipe. Merci à vous d'être là. C'est toujours un bonheur et un plaisir pour moi d'échanger avec différents publics, y compris politiques. À ma présentation, je vais rajouter 2 choses. La première, c'est que je suis martiniquais, même si mon laboratoire de recherche, chercheur, se trouve à Paris. Le drapeau que je porte n'est pas celui de la Palestine, même s'il s'en rapproche beaucoup, c'est celui de la Martinique. En fait, et c'est aussi ça qui distingue des populations de peuples. En fait, nous avons des cultures, des histoires, des musiques. Et ce drapeau, en l'occurrence, est un drapeau indépendantiste de la Martinique qui a été adopté récemment, officiellement, mais qui existe depuis plus de 30 ans, voire 40 ans. Pareil, je vais essayer de, comme mes camarades, garder le temps qui nous est imparti. J'essaie de répondre à trois questions. La première, c'est vous faire un petit topo sur le chlordécone que vous connaissez, mais qui va un peu donner d'autres éléments à la liste qui a été déjà établie. Deuxièmement, essayer de répondre à la question comment sommes-nous arrivés là? Historiquement, la question coloniale, la question de l'esclavage et les suites. Et puis la dernière question, les 2 dernières, pourquoi sommes-nous encore là? Et comment faire? Comment faire depuis la Martinique, la Guyane, la Polynésie? Comment faire ici? Comment nous allons faire? Comment vous allez faire? Donc, ah oui, je suis aussi coprésident d'une association qui travaille sur les questions écologiques et politiques des territoires dits d'outre-mer, mais aussi du reste du monde, qui s'appelle Observatoire Terre-Monde. Et on participe finalement à créer de la recherche, des données, on parlait de l'absence de données, de rassembler des jeunes chercheurs qui sont issus de ce territoire et qui en fait affirment leur capacité de penser. On a publié cette revue, on a créé cette revue, voilà, que vous pouvez consulter. D'ailleurs, peut-être je fais passer comme ça, vous pouvez voir. Qui fait partie des formes que l'on donne à la question que faire, comment faire face à cette histoire coloniale. Alors, Gabriel, en ouverture, a parlé du chlordécone. Vous le savez certainement, parce que ça a été un peu plus public ces derniers temps. Une molécule qui a été utilisée dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe pendant à peu près 20 ans, des années 70 à des années 90, qui crée beaucoup de problèmes, une contamination des écosystèmes généralisée qui est durable. Donc même si la molécule n'est plus utilisée en tant que pesticide, elle continue à contaminer les écosystèmes, les corps humains, on le retrouve dans le cordon ombilical, dans le lait maternel, à différents degrés. Et hier, il y a eu un résultat de recherche scientifique qui montre que ça, en plus des effets possiblement cancérigènes sur le cancer de la prostate, des retards de développement cognitif,
moteur et visuel des enfants, des réductions de perte de grossesse. En plus, cela a été montré que cette molécule crée des problèmes cardiaques. Une fibrose de l'atrium, enfin voilà, l'espace du cœur, le ventricule, ou l'oreillette, pardon. Bon. Le chlordécone, c'est quoi? Et d'ailleurs, quand Cécile parlait du droit à l'éducation, il faut savoir que dès lors qu'il y a une tempête ou un cyclone en Guadeloupe, ou en Martinique, et que les réseaux d'adduction d'eau sont aussi vétustes, eh ben, il s'écoule un peu de chlordécone, rentre dans le réseau et va contaminer l'eau du robinet, ce qui fait que pendant des fois des semaines et plusieurs semaines, les préfets, mais aussi les maires prennent des décisions disant ne consommez plus l'eau du robinet. Et que ça se traduit par des journées entières où les écoles sont fermées. Donc des journées entières, des semaines où les élèves martiniquais et guadeloupéens ne peuvent pas aller travailler ou écouter, étudier comme toute autre personne. Mais alors, de quoi le chlordécone et tout ce qui a été dit aujourd'hui est-il le nom, en fait? Parce que finalement, comme l'a rappelé Jean-Victor, la liste, elle est longue. Les rapports sont nombreux, et pourtant nous sommes encore là. Mais il faut pouvoir mettre les mots sur les choses. Quand on parle de... Enfin, moi j'étais complètement horrifié par tous les chiffres que vous avez donnés, par le récit de Temata et par les récits de Jean-Victor. Mais en fait, on parle d'une déshumanisation structurelle qui existe depuis 300-400 ans. C'est-à-dire la déconsidération des peuples, des territoires dits d'outre-mer en étant hors de l'humanité, hors d'une commune humanité. Mais cela participe en même temps de notre processus qui est une considération de ces territoires comme des territoires qui n'ont qu'un seul but, celui d'alimenter une économie dite métropolitaine. Cette alliance entre déshumanisation et destruction des écosystèmes, des environnements, c'est le symbole de la plantation, hein, les bananeraies, la plantation. La plantation qui est à la fois l'extraction à travers l'agriculture, mais qui se retrouve aussi dans l'extraction minière. L'extraction minière est aussi une forme de plantation. Bref, et ça, je l'ai appelé, dans mon livre « Une écologie décoloniale », l'habité colonial. C'est-à-dire comment on relie tout ça, le fait de déconsidérer des êtres humains et le fait d'exploiter à outrance des écosystèmes. C'est une manière de se penser sur Terre, une manière coloniale d'habiter la Terre entière. Ce qui fait que le rapport que les Français d'Hexagone ont avec les Outre-mer ne doit pas être pensé en dehors d'un rapport à la Terre entière. La France se revendique aujourd'hui d'un territoire dans 3 océans, avec, Temata a rappelé les chiffres, mais à peu près 11 millions de kilomètres carrés de zones exclusives, zones économiques exclusives, 20% des atolls au monde sont dans les eaux dites françaises, 10% des coraux, bref. Et malgré tout, dans l'imaginaire qu'on a de la France, ah ben, on reste concentré sur ce petit bout de terre qui est ce petit bout continental européen. Et donc, on est dans cette impasse où on ne sait pas si les Outre-mer appartiennent à la France ou pas. Ce trouble qu'on retrouve au niveau du langage, on ne sait pas s'il faut dire France, s'il faut dire métropole, s'il faut dire hexagone. Le mot même Outre-mer, quand vous y réfléchissez, ce mot, il ne veut rien dire. Si je vous demande, à chacun d'entre vous, de placer l'Outre-mer sur une carte, en fait, l'Outre-mer n'est pas un lieu physique, ça n'existe pas. La Martinique, la Polynésie, la Guadeloupe, la Guyane, bien sûr, avec ses peuples. Bon, je me perds un peu dans mon... L'habité colonial a été le début de la relation de l'Empire français avec tous ces territoires. On vient, on colonise, on prend les terres, on les fait fructifier dans le but de faire bénéficier certains actionnaires capitalistes de l'Europe, en tout cas de la France continentale.
On pratique l'esclavage, et bien sûr, pendant plusieurs centaines d'années, mais aucune forme de justice n'a été accordée. Ça, c'est un fait qu'il faut quand même que vous ayez en tête. Je donne quelques clés. L'abolition, ou plutôt la deuxième abolition de l'esclavage, la première était en 1794, enfin 1793, à la suite de la révolution haïtienne, qui a été un des moments d'humiliation de l'armée. La deuxième abolition intervient en 1848, mais cela n'est pas une justice. L'abolition, ce mot signifie la fin d'une forme d'un rapport social d'oppression, rapport de production, l'esclavage, mais cela n'est pas une justice. En fait, au moment des textes, il a même été prévu que l'abolition était une injustice pour les maîtres esclavagistes, puisqu'on leur spoliait de leur propriété humaine. Au point où il a fallu, en 1849, passer une loi pour dédommager les maîtres esclavagistes qui avaient perdu leurs biens. Et une loi qui prévoyait l'équivalent de 7% de la dépense publique. Haïti, Guadeloupe, Martinique, etc., etc. Mais les descendants de ceux qui ont été esclavisés, dont je fais partie, quelle justice avons-nous eu jusqu'à aujourd'hui? Aucune. Aucune. En 2001, une loi est passée, la loi dite Taubira, qui reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et quand il s'agit d'un crime contre l'humanité, alors il ne peut y avoir de prescription. Mais pourtant, aucune réparation n'a été prévue. Je reviens, je prends le chlordécone comme fil conducteur. La banane qui a été produite grâce à cette molécule, ce pesticide, n'a pas été consommée en Martinique, en Guadeloupe. Il faut le rappeler, nous ne mangeons, enfin, on ne se nourrit pas de bananes. C'est bon, de temps en temps, en dessert, etc. Mais on ne se nourrit pas de bananes. Au contraire, on a besoin d'une souveraineté alimentaire. Parce qu'on a du mal à se nourrir. On importe de la viande, on importe du lait, on a encore une production de tubercules, d'igname qui est en chute libre. Bref, la banane produite par le chlordécone a été consommée ici. Les essais nucléaires qui ont eu lieu en Polynésie ont permis d'assurer à la France une puissance depuis cette ici. Alors, la base spatiale Kourou, enfin les exemples sont multiples. Essais nucléaires qui ont d'abord commencé dans le sud d'Algérie d'ailleurs. Bon. Et effectivement, moi, quand j'écoutais tous ces témoignages, je me disais, mais comment vous... Enfin, après, on ne se connaît pas encore, j'espère qu'on pourra discuter après, mais vous percevez tout ça. Est-ce que vous le percevez d'une façon de ce que j'ai appelé des formes de sympathie sans lien? C'est-à-dire, oh là là, c'est terrible là, ce qui se passe là-bas, mais bon, voilà, oui, on est avec vous, hein, mais pouf, c'est loin. C'est-à-dire des sympathies où on ne voit pas le lien concret, matériel, idéologique, philosophique, historique, qui lie ce point-là ici à ce qui se passe en Guyane. Vous avez tous des téléphones portables, des GPS. Ben, Kourou, c'est ce qui permet de lancer tous ces satellites. Donc quand je parle d'une banane qui a été consommée ici, mais qui a empoisonné des peuples antillais, c'est une invitation finalement à poser la question différemment. Évidemment, le droit des peuples à l'autodétermination est fondamental. Et ça va se passer par des luttes qui se mènent en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie, en Kanaki. Mais ici, qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire? J'ai beaucoup aimé la proposition de Thémataï de faire le deuil de l'empire colonial, le cas de l'empire français. En fait, alors parfois le deuil, c'est le deuil de quelque chose qu'on a beaucoup aimé. Bon, mais faut dire que l'empire colonial, en fait, ça va au-delà de la conquête militaire, de la conquête économique et de l'esclavagisation. C'est un imaginaire colonial qui a été installé. Et l'imaginaire, ce n'est pas seulement l'image de, c'est ce socle à partir duquel il est possible de faire sens de quelque chose. Cécile rappelait que
on a tous des préjugés. En fait, on a tous sur ce que sont les 10 territoires d'outre-mer. Mais d'où ça nous vient? Ce sont des choses qu'on apprend sans les apprendre. Et effectivement, chaque fois qu'il y a des fonctionnaires qui sont ou des préfets qui arrivent, ou des chercheurs, moi dans le milieu de la recherche, on retrouve aussi ces rapports coloniaux, ils ont l'impression d'être de manière presque innée, déjà formés à connaître, à discuter, à dialoguer avec les réalités du terrain. Alors, moi, à la proposition de deuil, je pense que ce dont nous avons besoin, c'est le deuil, bien sûr, mais c'est plus qu'un deuil. C'est l'établissement de relations décoloniales. On n'en a pas fini avec l'esclavage, tout simplement parce qu'on a passé une abolition. C'est vraiment assez, on va dire, naïf de se dire que pendant des siècles, on a mis des personnes en état d'esclavage, on a pratiqué une façon de faire, et puis parce qu'on a passé l'abolition, tout a changé. On n'a pas fini avec la colonisation parce qu'il y a eu des indépendances, ou parce qu'il y a eu des formes d'autonomie au sein, voilà, départementalisation, etc. Pendant des siècles, on a instauré une façon de faire qui passe par la déshumanisation des peuples non blancs, par l'asservissement des peuples autochtones. Eh ben, ça passe pas. On n'en a pas fini uniquement parce que on a signé un décret sur lettre. Eh ben, c'est pareil. Il est temps de mettre en place des relations décoloniales qui durent dans la durée, où on respecte d'égal à égal, où on met en place des formes de justice, d'une part, mais des formes de réparation. Réparation. Il faut sortir de cette espèce de complexe ou d'idée que les Français seraient supérieurs aux autres. L'exception française. Il faut sortir de ça. La France n'est pas le seul empire colonial qui a existé. L'Angleterre, la puissance impériale des États-Unis, le Brésil aussi, pareil. Et chacun de ces pays met en place des formes ou des tentatives où se confrontent à la question, mais comment faire monde au sortir de l'esclavage et de la colonisation? Comment réinstaurer des formes de dignité, d'égalité, de justice au sein de sociétés qui ont été structurées par la colonisation? Une colonisation qui a été indexée à une hiérarchie raciale de l'Occident qui passait le blanc et les blancs au-dessus et les non-blancs en dessous. Ça passe par des formes de quotas dans les universités, des actions de réparation. En mai ou mars 2019, le Parlement européen a invité tous les pays européens à engager des actions de réparation envers les peuples afrodescendants. Mais cela passe aussi dans le langage. Je sais qu'aujourd'hui, dans les différents espaces que je fréquente ou que je rencontre, certains mots heurtent. Le mot blanc heurte. Le mot blanchité choque. Oh mon Dieu, il a dit blanchité. Oh mon Dieu, oui. Oui. Mais alors, la France serait de manière innée déjà apte à affronter ou à faire face à son passé colonial, mais serait meilleure aussi dans cette confrontation que les États-Unis, que la Grande-Bretagne, que la Nouvelle-Zélande, que le Brésil. En fait, il faut pouvoir parler. Parler de blanchité, ce n'est pas dire les Blancs sont méchants. Non, c'est une façon, c'est un rapport au monde qui structure des relations sociales, qui fait que oui, si on est noir ou arabe, on va se faire contrôler par la police plus souvent. Que oui, on a des cas de violence policière en Guadeloupe. Que oui, en 2019, quand il y a les gilets jaunes, on se dit « Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette police qui mutile ?» Mais on connaît ça depuis des années. Et que ces outils, ces concepts n'ont pas vocation à incriminer, n'ont pas vocation à appeler à la repentance, mais à penser. Parce que nous avons à penser comment faire face, comment faire monde. Que le danger, pour moi, le plus grave, c'est celui qui consiste à dire « Eh ben, tout ça c'est le passé, voilà, l'esclavage c'est fini, mais en même temps on a une fresque raciste au sein de l'Assemblée nationale, on a Colbert devant, on se dit mais comment oh mon Dieu, la Kanaki s'expose, oh mon Dieu, c'est vraiment colonial, ah c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est colonial. Non, il y a à proposer de nouvelles façons de faire.
Et ça passe, là je rejoins aussi Jean-Victor, ça passe aussi par une révolution interne. Donc là je m'adresse à la LFI. Ça passe aussi de savoir comment, non pas dans les propos et dans les livrets, mais dans la structure même de l'organisation de la LFI, on prend en compte cet appel à faire monde de sortir de la colonisation et l'esclavage. Et dans un désir, on va dire, de discussion, je ne suis pas certain que la créolisation soit le concept le plus approprié pour faire face. Non, mais voilà, on discute. On discute. Il y a une exigence de justice, de réparation. Un exemple très simple, après je m'arrête. La Caraïbe est organisée en une association économique et politique qu'on appelle le CARICOM, Caribbean Community. Dans le programme donc ça comprend la Jamaïque, ça comprend Barbade, ça comprend Trinidad et Tobago, ça comprend toutes les îles de la Caraïbe, la Martinique aussi en font partie, Suriname, Guyana, les Guyanes, ouais, et la Guyane, la Guyane demande. Bon, donc des territoires, un archipel qui a été colonisé par les Suédois, par les Britanniques, par les Espagnols, par les Hollandais, voilà. Et dans leur programme, il y a un programme de réparation. Et la réparation, c'est pas juste, bon, donnez-nous des sous. Non, c'est un changement de configuration du monde. C'est apprenons à faire monde autrement. Apprenons à faire monde autrement et apprenons à habiter la terre autrement. Voilà, je finis cette invitation-là. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Comme on a largement dépassé le temps qui nous était imparti, je propose de prendre 2-3 questions. Oui, allez-y, monsieur. Oui, merci pour vos interventions. J'ai noté dans toutes vos réflexions le fait que vous insistez sur le fait que vous êtes toujours dans un passé colonial. Alors moi, j'ai une réponse sur l'affaire des fonctionnaires, parce que j'ai été fonctionnaire. Et si les fonctionnaires vont effectivement dans ce qu'on appelle les territoires là-bas, c'est tout simplement que quand on y va, on a une bonification de carrière. On y va pour faire un parcours de carrière. Si vous passez 3 ans, vous gagnez 6 ans pour votre retraite. Et en plus, comme il faut à tout prix que moi, en tant que Rennais breton, j'ai mes choux-fleurs tous les matins, j'ai 20 à 30% de salaire en plus. Donc c'est pour ça que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on accepte, si on veut en finir effectivement avec ce passé colonial, d'accepter que le corps de l'administration a bien été, son origine a été dans la colonisation. Moi, je suis né à Madagascar, je sais ce qu'il en est, je suis fils de colon. Et il faut accepter que les territoires d'outre-mer puissent recruter leur propre corps de fonctionnaires d'État et que ces fonctionnaires puissent faire carrière sur place. Parce que je vous assure, quand on est fonctionnaire et cadre supérieur, quand on va en outre-mer, c'est pour sa carrière et pas pour le développement du pays. Ça, j'en suis persuadé. Et je crois qu'il faut accepter de ça. Il y a une question que j'ai envie de poser. Alors moi, je suis à Rennes, je suis breton, mais le breton, ça n'a jamais été mon truc parce que moi, à la maison, côté de ma mère et ma famille de ma mère, on parlait créole. Mais il y a une chose, le rapport à la langue. Voilà. C'est-à-dire, moi, je le dis franchement, ce qui m'avait choqué côté France Insoumise, c'est qu'on n'avait pas accepté effectivement le traité des langues régionales. Moi, je pense que pour finir avec le passé colonial, alors vous me direz, moi maintenant, je suis breton, je parle français. Mon père, il parlait gallo, alors donc c'était un patois du coin. Mais je pense que, est-ce que pour vous, la revendication de la langue, ça reste quelque chose encore effectivement primordial, et accepter quelque part que le français n'est pas la langue universelle pour les territoires ultramarins? Merci beaucoup pour toutes les interventions. Je vais rebondir sur cette question de la langue, en tant que catalane, occitane aussi. Est-ce qu'on ne gagnerait pas dans la réflexion globale à intégrer non seulement la question de la langue, mais ce qui s'est passé en France, entre guillemets, en métropole,
déjà au Moyen-Âge avec la première croisade à l'intérieur de la chrétienté, la croisade contre les Albigeois, contre les Occitans, après le traité des Pyrénées, l'annexion de la Catalogne. Est-ce que dans notre réflexion historique, on n'a pas des choses à faire rentrer qu'on oute totalement pour comprendre après comment ça a été empiré encore avec la racisation, etc., etc. Mais pour moi, il faut, je crois, qu'on intègre dans nos logiciels des choses qu'on a totalement ratées. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Malheureusement, on n'a pas le temps. Enfin, on est pressé par le temps. Il faut quand même laisser le temps à nos intervenants et intervenantes de répondre correctement. Donc, on ne prendra pas de questions supplémentaires, mais merci beaucoup. Je peux répondre sur les fonctionnaires, en fait, dans l'ordre. Oui, sur la question des fonctionnaires, oui, c'est une réalité. Mais je tiens à dire quand même que pour les hauts fonctionnaires qui viennent, ils ont aussi une feuille de route. C'est-à-dire qu'il y a la doctrine générale et il y a leur feuille de route service d'administration par service d'administration. D'accord ? Je vous donne un exemple. L'exemple de l'orpaillage illégal chez nous. Vous savez que la nature elle a horreur du vide. Si vous ne voulez pas développer la Guyane, vous voulez la mettre sous cloche. Mais à partir du moment où il y a de l'or, les chercheurs d'or, ils viendront. On a commencé à trouver de l'or en Guyane dans les années 1800. Et il y avait des milliers de personnes, je vous parle en 1800 et quelques, 1870, etc., après l'esclavage. Il y avait des comptoirs d'or et des postes douaniers partout dans le territoire de la Guyane. Et il y avait à peu près 25 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y a plus de comptoir d'or. Aujourd'hui, il n'y a plus de postes douaniers. Et vous avez 10 000 garimperos depuis 40 ans qui sortent à peu près 10 tonnes d'or par an, c'est-à-dire l'équivalent jusqu'à récemment des recettes de la collectivité territoriale, chaque année. 500 millions d'euros, 600 millions d'euros. Et la doctrine de la préfecture et de l'État aujourd'hui, du ministère de l'Intérieur, on ne sait plus, on ne sait pas éradiquer l'orpaillage illégal. Donc, notre doctrine, c'est de contenir l'orpaillage illégal. Donc, en fait, on abdique, on tolère que des orpailleurs pillent, détruisent la flore, détruisent la faune, mais aussi intoxiquent au mercure toutes les populations qui vivent le long du fleuve. D'où la saisine des tribunaux par les populations autochtones contre l'État français. Donc on parlait du chlordécone, on parlait des essais nucléaires. Eh bien chez nous, c'est la pollution et l'intoxication au mercure. Et ça, c'est simplement pour dire que vous voyez que les fonctionnaires y passent, ils ont leurs primes. Et c'est vrai que c'est un fléau. Dans certains territoires d'outre-mer, les primes, notamment dans l'éducation, ont été supprimées. Chez nous, ça n'a pas été supprimé et on nous a rétorqué, mais si on fait ça, il n'y en aura plus du tout. Et donc, il n'y aura pas d'éducation en Guyane. Parce que ce qui s'est passé en quelques années, c'est qu'à l'époque, quand vous aviez une classe d'âge, que les enfants rentraient, 100 enfants rentraient à l'école, quand ils arrivaient au bac, ils auraient pratiquement fait toute leur scolarité avec des gens qui leur ressemblaient, qui connaissaient la culture guyanaise, qui connaissaient les cultures guyanaises, etc. Or, aujourd'hui, vous pouvez avoir une classe d'âge sur les 100 enfants qui rentrent à l'école, qui font toute leur scolarité avec que des personnes qui viennent tous les 3 ans et qui n'ont aucune connaissance des cultures et de la réalité de la Guyane. Au point que les enfants ne s'imaginent même pas pouvoir être professeurs d'école parce que comme si ça leur est interdit. C'est-à-dire, tu parlais d'imaginaire, on en arrive jusque-là. Donc, il y a un vrai problème, effectivement, par rapport aux primes, par rapport aux avantages, mais c'est tout le reste concernant les privilèges. Je dirais un dernier mot sur la question du foncier chez nous, mais c'est un problème qu'on retrouve partout. Vous êtes jeune dans votre territoire. Et quand je dis, je ne parle pas d'autochtonie, je parle de personnes qui sont ancrées dans le territoire, y compris les gens qui ont choisi la Guyane en termes de terre d'adoption. Mais vous ne pouvez plus avoir accès à la terre. Parce que malgré que nous ayons 8 400 000 hectares, vous pouvez trouver dans les zones urbaines des prix à 300 € le mètre carré. 97% de nos terres, c'est la forêt. Mais on n'arrive pas à donner à 300, 400 000 habitants une parcelle de terre. Mon parti, nous revendiquons que chaque famille puisse avoir une parcelle de terre gratuite chez nous. Ce qui est réalisable tout de suite, ça n'a pas de coût et ça règle le problème social, puisque ça a été dit tout à l'heure. Nous sommes passés en 2017 de 30% de population sous le seuil de pauvreté en 5 ans à 53% en 2022.
C'est ça la réalité de la guerre. Et c'est ça la réalité coloniale, avec des feuilles de route de chefs, de personnes, de fonctionnaires, qui bien sûr ont des privilèges, mais aussi appliquent des doctrines et des feuilles de route qui sont tout simplement la même. Ce sont des doctrines coloniales. Pour être très rapide sur la question des langues, parce que je sais qu'il y a ensuite un parcours à partir de 17h30, un peuple sans langue, c'est un peuple sans histoire. Un peuple sans langue, c'est un peuple sans culture. Et un peuple sans langue étant pris au désespoir. Pourquoi? Parce que la langue, c'est un vecteur de savoir. C'est la raison pour laquelle, quand vous réfléchissez en anglais, en français, en espagnol, et dans toutes les différentes langues que vous avez un mindset qui est différent, une vision de vue qui est différente. Et c'est pareil pour nous. Lorsqu'on pense dans notre langue, on a une vision du monde qui est différente. Donc notre objectif, parce que lorsqu'il y a eu la colonisation, il y a eu aussi cet objectif, comme à l'intérieur du territoire français, d'imposer la langue unique, qui est la langue française. On souhaite se réapproprier nos langues, puisqu'en Polynésie, nous avons 8 langues et une vingtaine de dialectes. Et grâce à notre statut, par le statut d'autonomie que nous avons, nous obligeons le vice-rectorat français à faire en sorte que les langues autochtones puissent être à parité horaire dans nos écoles. C'est ce que nous commençons à faire et pas cette rentrée, à partir de la rentrée prochaine, nous allons faire en sorte que la langue tahitienne, qui est la langue la plus parlée, la langue autochtone la plus parlée, soit en école maternelle la langue principale d'enseignement dans les écoles maternelles. Parce qu'il faut garder le français, pour paraphraser un homologue africain, je ne sais plus comment il s'appelle, il disait que la langue française est un trésor de guerre. Nous l'avons subi, maintenant il faut qu'on la garde comme une richesse pour nous. Et parce que comme ça, on pourra continuer à discuter. Hein? On fait comme ça. Merci. Sur les langues, je rajouterais juste une chose. En tant que chercheur universitaire, moi je milite pour qu'on puisse pratiquer de la recherche scientifique en créole. Aujourd'hui, tout ce qui est produit comme connaissances scientifiques, hormis la linguistique, sur nos territoires, sur nos terres, sur nos corps, on parlait du chlordécone, ça va être publié en français et en anglais. Mais ça a été produit à partir d'une population qui est aussi en partie et majoritairement créolophone. Donc il y a un travail de traduction discriminante qui n'est pas reconnu, où des chercheurs arrivent, un peu comme les fonctionnaires arrivent, font une recherche, 2-3 ans publient, repartent, et en fait les personnes qui sont sur place n'ont pas accès aux résultats de leur recherche. Donc bien sûr, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Tematai, la langue est aussi une façon de connaître, de savoir, de produire du savoir. Mais pour terminer, pour sortir de cette situation de sympathie sans lien, moi, j'ai pas dit, mais je suis partie civile du procès chlordécone. En 17 ans d'instruction, après 17 ans d'instruction, la justice pénale n'a reconnu aucun tort. Donc on a des terres qui sont contaminées pour plusieurs siècles, un produit qui est cancérigène et perturbateur endocrinien, mais personne n'est coupable. Personne n'est coupable. Et en 17 ans, aucune fois, les juges ne se sont déplacés en Martinique et en Guadeloupe. Le 10 juin, il y a eu une audience d'appel. J'y ai été. J'ai demandé à pouvoir rentrer. Non. Interdiction. Je suis partie civile. J'ai demandé à ce que les débats soient publics. C'est-à-dire que les peuples martiniquais et guadeloupéens puissent participer aux débats concernant la justice de leur propre terre, leur propre corps. Non. Donc, quand on va sortir, quand il va y avoir des appels à mobilisation en octobre, en novembre, et que vous savez que les bananes produites par le chlordécone ont été consommées dans l'Hexagone, moi j'attends à ce que les personnes dans l'Hexagone, qu'on soit martiniquais ou guadeloupéens ou pas, se mobilisent et viennent faire force aussi, parce que il en va de votre manière d'habiter la terre aussi qu'il faut changer. Donc voilà.
Merci à tout le monde. Peut-être en guise de conclusion rapide, donc je vous invite à aller assister à la conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la créolisation, puisqu'il y a apparemment un débat sur le concept. Et pour juste conclure rapidement sur cette question sur les fonctionnaires et sur la langue, nous, je pense que c'était il y a très peu de temps, juste avant la dissolution, il y avait eu un texte mis à l'ordre du jour par le groupe communiste, le groupe GDR à l'Assemblée nationale sur le fait de favoriser l'enseignement des langues régionales dans les territoires dits d'outre-mer, et notre groupe, La France Insoumise, avait soutenu les ultramarins du groupe GDR. Et il est prévu dans notre programme, que ce soit le programme Insoumis ou ce qu'on a œuvré à mettre dans le programme du Nouveau Front Populaire, la favorisation des langues régionales et la mise en place d'un principe de faveur pour les fonctionnaires, ainsi que l'application du principe de sursalaire pour les fonctionnaires ultramarins, puisque c'est eux qui subissent le coût de la vie extrêmement cher sur place, et pas juste les personnes qui viennent de l'Hexagone et qui en plus utilisent le terme de s'expatrier dans des territoires qui sont pourtant français. Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi.